Les premiers passagers éviteront la bureaucratie, mais devront avoir un portefeuille bien garni. Les voyages spatiaux, ça coûte cher. Le tarif, 200 000 $ pour 2 heures de vol. Mais à terme, ce prix prohibitif devrait considérablement baisser. Et à mesure que le marché se développera, les destinations se multiplieront. On fera des voyages suborbitaux point à point. Plutôt que d'aller de Spaceport America jusqu'en orbite et revenir, on ira jusqu'à Singapour, en Suède ou ailleurs, et ce en l'espace d'1 heure. Une véritable révolution. Mais où installer cet aéroport spatial? Ces concepteurs ont trouvé le site idéal au milieu de nulle part. C'est ici, au Nouveau-Mexique, que Virgin Galactic a installé son QG. L'un des passagers du vol inaugural sera Richard Branson, le PDG de Virgin. Dès que l'aéroport sera terminé, la société lancera son premier voyage dans l'espace, à bord de cet engin. Le voilà. White Knight, le vaisseau mère, emportera les touristes vers les cieux. Coïncidence, le projet Spaceport arrive à maturité au moment même où les États-Unis mettent un terme au programme Space Shuttle. Une société privée remplit un vide laissé par un gouvernement. La frontière de l'infini commence donc dans le désert. Ici, le temps semble s'être arrêté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce site a été choisi. La ville la plus proche est à 40 km. Le terrain est dégagé et le ciel est clair. En Floride, les orages tropicaux ont souvent contraint la NASA à annuler des vols. Ici, on peut décoller jusqu'à 28 jours sur 30. Si on a choisi le Nouveau-Mexique, c'est aussi pour une autre raison. Le premier cliché de la Terre pris de l'espace l'a été par un V2. Comme c'était classé top secret, personne ne l'a jamais vu. Mais c'est arrivé ici, pas en Floride ni au Texas, mais au Nouveau-Mexique. C'est le lieu de naissance des voyages spatiaux américains. En 1930, fuyant les railleries, Robert Goddard a quitté la Nouvelle-Angleterre pour le Nouveau-Mexique. Ce précurseur de l'aéronautique pouvait y tester ses engins en toute tranquillité. Werner von Braun, quant à lui, était le père des V2 allemands. Après la guerre, il a fondé le programme spatial américain. C'est d'ici que des hommes et des singes ont conquis l'espace. Ce qui attire encore les concepteurs, c'est l'absence de trafic aérien. La raison ? White Sands Missile Range, la plus grande base militaire américaine, se trouve juste de l'autre côté des montagnes. Cette région est interdite à tout trafic aérien civil. Les grands espaces, l'espace aérien dégagé, la météo. Pourquoi construire notre spaceport ailleurs? L'avenir semble sourire à l'aéroport spatial. Mais le passé n'a pas dit son dernier mot. Je me suis mariée en 1949. Ben, mon mari, était mon voisin. Il m'a demandé de venir ici pour lui préparer des haricots et je ne suis plus jamais repartie. Jane Kane possède une partie des terres dont Spaceport a besoin, y compris sa piste de décollage. Et malgré les millions de Branson, elle refuse de les céder. Ici, 4 générations se sont succédées. J'ai parcouru ces terres de long en large, à cheval avec les vaches. C'est notre maison, l'endroit où nous avons élevé nos enfants. Et qu'en disent les habitants de la ville voisine? Spaceport représente du passage, du bruit, du changement. Je suis né et j'ai grandi ici, dans le comté de Sierra. C'est ma région et celle de ma famille. Ma mère est née dans un village au nord d'ici. Nous avons toujours vécu ici.
C'est une petite ville de province paisible. À partir de 18 h, la plupart du temps, il n'y a plus rien d'ouvert. Si l'aéroport spatial s'installe ici, la ville ne sera plus jamais la même. Mais au final, l'aspect économique l'a emporté sur la tradition. Ça fait longtemps qu'il ne se passe pas grand-chose ici. Spaceport, c'est une occasion unique, la possibilité pour notre ville de connaître un véritable développement économique. Je suis heureux pour nos enfants. L'espace, l'ingénierie, la haute technologie et les mathématiques feront pleinement partie de leur vie. Truth or Consequences tient son nom d'un jeu radiodiffusé dans les années 50. Elle va donc devenir l'une des deux villes voisines de la base spatiale. L'autre, la voici. Population moins de 1200 habitants, à peine 2 Airbus. Hatch est une bourgade rurale qui s'enorgueillit de produire les meilleurs piments du monde. Mais ici, le chômage est endémique. L'aéroport spatial pourrait créer plus de 2000 emplois, soit plus que Hatch ne compte d'habitants. Mais l'aéroport ne sera pas construit et les deux villes ne profiteront pas de cette manne si une d'avis. Au départ, on était contre cette... Mais une fois de plus, l'économie a vaincu la tradition. Ben est tombé malade et il y a eu une sécheresse. Il a fallu vendre les vaches et à ce moment-là, le projet de l'aéroport est devenu une chance. Mais Spaceport n'est pas encore construit. Il aura bien des obstacles à franchir avant de voir le jour. Ce projet n'est pas simple. Et ça ne sera pas facile. Les ingénieurs ont dessiné un terminal futuriste à la mesure de ce projet d'avant-garde. Mais personne n'a jamais construit un tel bâtiment. Deuxième difficulté, le plus grand atout de cet aéroport est aussi son plus grand inconvénient, sa situation. Si on était en ville, la construction aurait été rapide. Mais l'isolement est un gros problème. Ils vont devoir apporter tout ce dont ils ont besoin, y compris l'électricité. Il faudra construire un transformateur électrique et près de 10 km de ligne. Et les coupures de toutes sortes seront monnaie courante. Les réseaux téléphoniques ne marchent pas tous. En fait, je n'ai pas de réseau sur mon portable. Quand la construction aura commencé, on aura jusqu'à 300 ou 400 ouvriers sur le chantier. Où vont-ils loger? La ville la plus proche est à 50 km. La plupart de nos gars viennent d'Albuquerque. C'est trop loin pour faire l'aller-retour tous les jours. Alors ils logent dans la ville voisine, à l'hôtel, dans des caravanes ou de petits appartements. Il faut 1 heure pour franchir le canyon et venir jusqu'ici, et 1 heure pour rentrer le soir. La journée de travail ne se termine pas à la porte du chantier. La semaine, on habite ici, et le week-end, on retourne dans nos familles. Mais tout ce trafic menace d'encombrer les rues. À lui seul, le transport du béton va nécessiter 12 000 chargements. Un va-et-vient de camions infernal pour une si petite ville. Ils ont demandé qu'on emprunte une autre route, mais vu la configuration des lieux, on n'a pas trop le choix en matière d'itinéraire. Et les rues n'ont pas été conçues pour ce type de transport. Le réseau routier est assez étroit. Normalement, il n'y passe que du bétail. Il y a surtout des fermiers dans le coin. On va utiliser des pièces d'équipement qui en elles-mêmes mesurent plus de 3,50 m de large. Et certaines sont même plus larges que ça. Et ces pièces vont justement servir à construire une route. Spaceport est si isolé qu'il faudra commencer par paver 20 km de route pour atteindre le chantier. La région est connue pour ses crues subites dévastatrices et un carrefour important en porte la trace.
Cet endroit s'appelle Alamandro, et quand il pleut, l'eau s'engouffre là-dedans. Ça forme une véritable rivière. Et c'est pour ça qu'il a fallu construire le pont. Le pont est fait de gigantesques segments préfabriqués qui peuvent peser jusqu'à 60 tonnes. Il n'a pas été facile de les apporter sur place. Du capot à l'arrière, le convoi mesurait près de 60 mètres. On en a bavé pour lui faire franchir les canyons. Le site est enfin relié au monde extérieur. La construction de l'aéroport spatial peut commencer, en partant de sa pièce maîtresse, la piste de décollage. Elle est plus large qu'un terrain de football et longue de plus de 3 km. C'est assez pour accueillir un 747. Chaque centimètre de piste sera utile pour ses voyages en orbite. En revenant à son point d'attache, le vaisseau planera comme la navette spatiale américaine. Mais là s'arrête toute ressemblance. Pour décoller, la navette a besoin de bien davantage de carburant, d'infrastructures et de main-d'œuvre. Au Spaceport, on utilisera une piste de décollage. Le vaisseau sera emmené dans les airs par le White Knight. C'est bien moins coûteux qu'un décollage vertical. La piste est si longue qu'ils vont devoir déplacer une route secondaire, et si épaisse qu'elle ressemble à un gigantesque millefeuille. Une couche d'assises de 61 cm. Une couche de bitume de 10 cm. Et enfin, une couche de 35 cm de béton. En tout, elle mesure plus d'1 mètre d'épaisseur. On commence par creuser une tranchée de 60 cm de profondeur pour poser la couche d'assises. On en retire assez de terre pour remplir 200 piscines olympiques. Mais l'avenir ne peut commencer avant que le passé n'ait été examiné. Car sous la piste, il y a la couche historique et les archéologues doivent l'inspecter. En effet, le Camino Real, le chemin royal des missions espagnoles, passe tout près du site. Il s'étire sur près de 2000 km de Mexico à Santa Fe. Les voyageurs l'ont emprunté durant plusieurs siècles. Derrière ces treillages, 300 ans d'histoire attendent d'être découverts. Quand on passe sur cette route, on trouve encore des fragments de poterie et divers vestiges des temps passés. La surface totale de prospection est égale à 1100 hectares, soit plus de 800 terrains de football. Mais la plaine a beau être vaste, le choix de l'emplacement de Spaceport était très réduit. Si on allait plus vers l'ouest, on se retrouvait dans des zones qui ont une grande importance culturelle et qu'on essayait justement d'éviter. Et avec les lignes électriques, on ne pouvait pas tellement le placer plus à l'est. La plupart des pistes du Nouveau-Mexique sont orientées est-ouest. La nôtre est pratiquement orientée nord-sud. On a les monts Caballo à l'ouest et les monts San András à l'est. On s'est aperçu que cette orientation nous permettait de tirer parti du vent généré par ces deux chaînes de montagnes et elle s'adapte mieux à la configuration du site. La nature a créé un environnement parfait pour voler, mais pas pour construire. En hiver, le matériel gèle. En été, le soleil brûle les hommes. Les tempêtes de vent peuvent obliger à fermer le chantier et la pluie peut faire de ce désert un bourbier. Et il y a la pluie. Quand il pleut, ce n'est pas à moitié. La région est connue pour ses crues subites. Il peut tomber 1 à 2 cm de pluie sur les contreforts des montagnes. La terre est trop sèche pour absorber l'eau.
En moins d'une heure, on peut avoir 30, 60 cm d'eau, voire plus, qui se déversent par ces arroyos. Le lit des cours d'eau se remplit très vite et si on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut mal tourner. La semaine dernière, on a eu 3 cm de pluie. Et en l'espace d'une demi-heure, toutes les routes étaient devenues complètement impraticables. Le sol devient vraiment bourbeux et collant. Et on ne peut plus travailler. Et 5 heures plus tard, c'est de nouveau sec. Du côté est de la piste, l'eau de pluie s'évacue naturellement. Mais ici, du côté ouest, elle s'accumule et forme des mares. Ce conduit va faire couler l'eau d'ouest en est. Mais dans le désert, la norme, c'est plutôt la sécheresse. Notre plus grand défi, c'est l'eau. On a besoin d'énormément d'eau pour faire tout le travail. C'est un élément essentiel. Il en faut pour boire et pour arroser et coller la poussière au sol. On pourrait croire que dans ce genre d'environnement, la poussière n'est pas un problème. Mais en fait, on a des soucis avec les fermiers dont les troupeaux sont tout proches. Il n'y a pas énormément de bonnes plantes pour les vaches. Et j'imagine qu'elles n'apprécient pas plus que nous de manger de la terre. Et surtout, il faut de l'eau pour le chantier. En gros, il nous faut entre 150 et 230 litres d'eau par mètre cube de terre pour atteindre le degré nécessaire de compactage et d'humidité. Et ensuite, pour le béton, c'est très simple. Pas d'eau, pas de béton. Sans eau, on ne peut rien construire. Ce camion-citerne contient 38 000 litres. Il ne nous faut que 10 minutes pour le vider. Toute cette eau disparaît très vite. Ce bassin contient assez d'eau pour remplir 2 piscines olympiques. Mais les équipes du chantier vont le vider en 1 semaine. L'eau vient d'un puits lointain. Et comme partout dans l'Ouest américain, il est entouré de légendes. La voie ferrée passe tout près de Spaceport. Aujourd'hui, c'est une ligne de fret, mais avant, il passait des trains de voyageurs. Les fermiers hissaient un grand drapeau blanc et le train s'arrêtait dans un grand fracas pour prendre un unique passager. Ces trains étaient alimentés en eau par un puits tout proche. Il a été fermé et on en a oublié l'existence. Mais les fermiers du coin le connaissaient et savaient qu'il donnait énormément d'eau. Spaceport entend parler du puits de la voie ferrée et en retrouve le propriétaire. Ils l'ont débouché et ont pompé de l'eau pour le tester. Il a donné près de 2000 litres d'eau de bonne qualité par minute. C'est le seul puits qu'on ait trouvé qui puisse nous fournir assez d'eau en continu. Non seulement il donne beaucoup, mais en plus l'eau est de très bonne qualité. Dans la région, l'eau est souvent très saumâtre et salée, ce qui n'est pas bon pour une construction en béton. Avec ce genre d'eau, la couche de béton de la piste aurait fini par se désagréger. Trouver le puits était un premier défi, mais ensuite, il fallait trouver comment l'acheminer sur place, par la route ou par un système de canalisation. Par la route, il faudra une armée de camions dont le passage finira par endommager la voie qu'ils viennent de construire. On choisit donc de mettre en place une canalisation de 10 km qui déverse l'eau dans 3 bassins de stockage. Si la pompe tombe en panne, on pourra se servir des bassins pendant qu'on répare. Une fois construit, l'aéroport aura besoin de moins d'eau. On sonde donc le sol des environs à la recherche d'une source. Cette eau vient d'un puits qu'on est en train de tester. On surveille ce qui se passe pour voir si le niveau de l'eau des habitants de la région ne baisse pas et si on n'agit pas sur leur approvisionnement. Si on les met à sec, il est clair que ce puits ne permettra pas d'alimenter l'aéroport. Ces craintes sont fondées.
le niveau de la nappe phréatique baisse. Les entrepreneurs vont devoir approvisionner les fermiers en eau avec des camions-citernes le temps qu'elles reviennent à un niveau normal. L'eau est un problème constant. Quand on est arrivé ce matin, on s'est aperçu qu'un camion-citerne était à plat. On n'en a plus qu'un seul d'opérationnel, ce qui fait qu'on va devoir se contenter d'arroser la poussière au sol aujourd'hui. Le coupable est peut-être un danger typique de cette région. Une épine de prosopis, 5 cm de long et aussi acérée qu'un clou. C'est un contretemps à 4 200 €, le prix d'un pneu. Et il faudra une demi-journée de travail pour réparer. Quand le vent se lève, il faut encore plus d'eau. Mais les bassins sont presque à sec. On est dans une situation délicate. On a encore un problème avec notre stock d'eau. Ce qui se passe, c'est qu'on a sous-traité l'approvisionnement en eau à un entrepreneur qui s'occupe d'une autre section. Or, j'ai découvert hier qu'ils n'ont pas les autorisations nécessaires pour pomper l'eau qu'ils nous fournissent. Ça nous pose problème. Il va peut-être falloir qu'on trouve une autre source. On est un peu coincé. On va terminer la journée puis interrompre le chantier jusqu'à la fin de la semaine. On est en très mauvaise posture. Si ce problème n'est pas résolu très vite, on risque de prendre du retard dans le projet. Et l'eau n'est pas le seul souci. Voilà maintenant 6 mois que Spaceport America est en construction. Le problème de l'approvisionnement en eau est résolu. Les autorisations ont été obtenues. Sur la piste, la couche d'assises est terminée. On a commencé à étaler la seconde couche, les 10 cm de bitume. Et après le bitume, c'est la couche finale, le béton. Qu'est-il advenu de la terre qu'ils ont retirée? Ils en ont fait bon usage. Elle va servir à construire les fondations de l'autre partie de l'aéroport, le hangar terminal. Il accueillera à la fois le personnel, les voyageurs et le vaisseau. La terre est mélangée à du sable pour former une couche de base très dure. Le bâtiment ne fait que 3 étages, mais dans la plaine environnante, il dominera le paysage et sera visible de partout. 11 tribus indigènes se partagent la région. Elles craignent que le terminal ne gâche ce panorama ancestral. Mais les architectes ont trouvé la solution. Se fondre dans le paysage. Et voilà comment l'édifice disparaît. Même le toit imite l'ondulation des montagnes pour épouser leur forme. Les 3 étages du terminal commencent à sortir de terre. Ces tours vont servir de cage aux escaliers et aux ascenseurs, mais leur fonction première est de soutenir le gigantesque toit conçu par les architectes. C'est le noyau de la structure. Mike Bradley a été chargé de construire un terminal unique au monde.
les tours du vaste hangar de Spaceport s'élèvent peu à peu. On verse le béton dans chaque coffrage et on passe au niveau suivant. Sauf quand les éléments s'en mêlent. Les grues stoppent automatiquement quand le vent atteint 48 km/h. Ces dernières semaines, on a eu des rafales à 70 et même 100 km/h. Alors on a dû faire des heures sup, le soir, tôt le matin, autant qu'on pouvait pour tenir les délais. Dans le même temps, d'autres bâtiments voient le jour. Une usine de traitement des eaux usées et un immense réservoir pour stocker l'eau, enfin alimenté par sa propre source. On a conçu ce système de stockage spécifiquement pour l'aéroport. Il va alimenter le terminal avec de l'eau d'une source locale, sans intermédiaire. L'eau est nécessaire au quotidien, mais assure aussi la sécurité des lieux. En présence de carburant, le risque d'incendie est bien réel. En cas de danger, ces 5 millions de litres d'eau seront immédiatement à disposition. Et voici la caserne des pompiers. C'est un immense ballon. Une poutre annulaire qui enserre la structure tient lieu de fondation. On y amarre une membrane de polyvinyle d'à peine 3 mm d'épaisseur. Puis, on branche les gonfleurs. Une demi-heure plus tard, la coquille est en place. Pour rigidifier la coquille, on asperge d'abord la membrane de mousse polyuréthane. Ensuite, des barres d'armature sont fixées au plafond pour servir de fondation au béton. Il est rare qu'on coule le béton de cette façon. Ce procédé s'appelle la projection de béton. Il a l'avantage d'être rapide et peu coûteux. Il n'existe qu'une poignée d'entreprises qui utilisent cette technique de construction. Il s'agit donc peut-être de la première caserne gonflable au monde. Dans un projet comme celui-ci, on ne peut pas projeter du béton du plafond au sol. Il faut procéder par fine couche d'un demi-centimètre. Pour l'instant, on a une couche de 15 à 20 cm partout, sauf dans la partie centrale de la coquille où il n'y a que 2 cm. Une fois qu'on aura uniformisé cette couche, on pourra continuer jusqu'à atteindre l'épaisseur voulue. Peu à peu, la coquille se renforce. Et quand on aura l'épaisseur finale, on pourra creuser les ouvertures et la structure prendra sa forme et son apparence finale. Comme cet élément témoin. Ces structures possèdent une acoustique étonnante. Si vous êtes à un bout du dôme, quelle que soit sa taille, la personne qui est à l'autre bout vous entendra parfaitement. Les camions de pompiers se tiendront prêts en permanence, prêts à intervenir en cas d'accident ou d'incendie. Le terminal n'est pas terminé, mais un client utilise déjà l'aéroport. Peu de sociétés peuvent se targuer de lancer des fusées dans l'espace. Mais Up Aerospace ne transporte pas de passagers. Pour l'instant, nous avons de petites fusées, dites suborbitales. Elles vont dans l'espace, mais n'y restent que 5 minutes. Notre objectif à terme, c'est d'atteindre un véhicule stationné en orbite qui pourra ensuite mettre sur orbite des satellites destinés à rester dans l'espace. Et ils ont de gros clients en vue. Avec les technologies modernes, les satellites deviennent de plus en plus petits. Cet accès facile à l'espace intéresse l'armée de l'air. Nous souhaitons placer nos satellites dans les véhicules de lancement qui partiront de Spaceport America. Au bout de 2 mois, le terminal commence à prendre forme. Les cages d'escalier qui supportent la structure sont terminées.
La prochaine étape, c'est de couler une dalle de béton au niveau où on se trouve, pour pouvoir travailler ensuite au niveau en dessous. On va commencer par les treillis du toit en allant du nord vers le sud. On a deux grandes poutres à treillis qui mesurent 58 mètres de long et qui vont se rejoindre au centre. C'est une étape critique du chantier. La piste de décollage est terminée. Mais pour le reste de l'aéroport, il va falloir faire vite. Le chantier a débuté il y a 1 an et le paysage a bien changé. Mais certaines choses ne changent pas. Il fait vraiment très chaud. Ce week-end, on va monter à 38 degrés apparemment. Le travail est dur par cette chaleur. À la caserne des pompiers, on a découpé des aires de stationnement pour les camions. Comme le terminal, la structure domine le paysage. Au centre, le point le plus haut de la structure, la coquille s'élève à 10 mètres. Mais comme le reste, elle va se fondre dans le paysage. Au terminal, un homme porte une lourde responsabilité. Le toit. C'est le projet le plus compliqué de ma carrière et le plus enthousiasmant. Je ne crois pas qu'on ait déjà construit ce genre de structure. C'est un défi hors norme. Ça, c'est une maquette du toit de Spaceport. On a un chanfrein arrondi en acier inoxydable qui fait le tour de la structure. C'est un peu comme un énorme gâteau. Le chanfrein fait le tour du toit. Chaque élément qu'il compose est découpé en fonction de sa courbure. Et les deux parties du toit sont rigoureusement symétriques. Pour compliquer la chose, le toit n'est pas plat, il ondule. Et comme vous le savez, l'acier n'est pas facile à courber. Chaque élément a été conçu séparément. Ils sont tous numérotés et il faudra les assembler comme un puzzle. Le toit est donc composé d'une foule de pièces préfabriquées. Certaines ont une marge de tolérance de moins de 3 mm. Marc doit donc s'assurer qu'elles s'adaptent parfaitement. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Elle devrait rétrécir à mesure qu'on va vers le bâtiment. Là, on a l'extérieur de l'édifice, et là, ça va vers l'intérieur, vers les baies vitrées et l'intérieur du bâtiment. Il faut que les pièces soient fuselées pour donner la forme voulue. On va régler ça avec le fournisseur avant qu'il ne commence à nous envoyer les pièces pour ne pas être retardé par ce genre de soucis une fois le chantier commencé. Il faut traquer les problèmes. J'ai hâte de commencer, mais il faut d'abord terminer cette maquette. Dans ce métier, on est toujours sous pression. La date de départ peut changer et être reportée, mais la date de livraison reste toujours la même. Plus on habille le hangar, plus il se fondra dans le paysage. C'est par ici que les passagers arriveront. Ils emprunteront un bus pour réduire le trafic routier au minimum. Ils entreront par ce qui ressemble à une tranchée creusée dans la terre. Les pièces extérieures sont déjà de couleur rouille pour rappeler le sol du désert. La structure va disparaître dans le paysage. Cette discrétion répond aux vœux des voisins du terminal. Mais le choix de cette forme est aussi fonctionnel qu'esthétique. Ces énormes conduits de béton permettront de chauffer et de rafraîchir le bâtiment de façon naturelle. Ils sont enterrés dans le sol, là où la température reste constante tout au long de l'année.
L'air qui servira à aérer le terminal sera donc frais en été et chaud en hiver. C'est encore une façon d'alléger l'impact de l'aéroport dans le paysage. Le chantier de Spaceport entre dans sa dernière année. La route d'accès est terminée. La caserne attend sa touche finale. Et une enveloppe habille peu à peu le squelette du terminal. On est au 3e niveau de l'élévation ouest, qui est celui de l'entrée principale, et on a installé des radiateurs portables pour pouvoir travailler tout l'hiver. Ils installent un labyrinthe de tuyaux. On a différents types de systèmes d'arrosage. Je crois que je n'ai jamais vu de système de climatisation aussi compliqué. On va installer une tuyauterie pour la chaleur rayonnante parce qu'il n'y a pas d'air chaud pulsé ici. La chaleur rayonne depuis le sol. Derrière moi, on voit les vitrages qui arrivent. On est en train de poser les rails et les portes seront installées la semaine prochaine. C'est sur ces rails que coulisseront les immenses portes du hangar. Les portes seront recouvertes de plaques d'acier de 6 mm, brunes comme le sable du désert. Et puis, il faut terminer la chambre avec vue. À l'extérieur, Spaceport se fondra dans le paysage. Et le paysage entrera dans l'aéroport. Ici, on est dans le cerveau. Le voyage commencera à cet endroit. C'est ici qu'on contrôlera la mission du début à la fin. On voit la piste de bout en bout. Les passagers entreront par la porte ouest et traverseront pour aboutir à la réception du 3e étage où ils suivront un petit entraînement avant le décollage. Cet aéroport va changer à jamais notre conception des voyages aériens. On continue d'utiliser les mêmes matériaux que dans les années 40 et 50 pour faire voyager les gens. Spaceport va donner naissance à de nouveaux véhicules, mais aussi à un nouveau genre de passagers. Pour aller dans l'espace, plus besoin d'avoir de l'expérience ou d'avoir subi un super entraînement. À terme, ces concepteurs souhaitent également offrir des vols orbitaux, l'équivalent d'une croisière dans l'espace. Des vacances du 21e siècle, d'où on pourra rapporter des clichés cosmiques. Quand on a inventé l'avion et qu'on a commencé à se déplacer dans les airs, les gens trouvaient ça complètement fou. Ils n'en voyaient pas l'intérêt et raillaient ceux qui y croyaient. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec le tourisme spatial. C'est la dernière ligne droite. Une gigantesque baie vitrée, fabriquée sur mesure en Allemagne, orne maintenant la façade du hangar. Il est rare d'en voir d'aussi belles près d'une piste de décollage. L'équipe a réussi à déjouer les pièges de l'élément le plus complexe de la structure, le chanfrein arrondi du toit. Ils peuvent maintenant commencer à assembler les pièces du puzzle géant. Tout part d'ici, du centre du bâtiment. La structure est rigoureusement symétrique. Ces deux côtés sont exactement semblables. Le chanfrein est posé en premier et ensuite on place tout le reste. Chacun de ces panneaux est fait sur mesure. Et si l'un d'eux est endommagé ou qu'il a été mal conçu, tout s'arrête.
Et comme les pièces dépendent les unes des autres, il faut tout démonter pour enlever le panneau fautif. À mesure que la façade de l'aéroport s'élève, l'arrière disparaît dans le décor. Quand on a commencé à travailler sur le projet Spaceport, on s'est dit, c'est sympa, mais on est quand même au milieu du désert. Il n'y a que des lièvres et des cactus. On s'est dit, ça va être du gâteau. Mais à mesure qu'on le voit prendre forme, on commence à réaliser ce qu'on est en train de construire. Et il est difficile de ne pas s'attacher à ce bâtiment. Quand il faudra partir sur le prochain chantier, ça me fera quelque chose. Mais je me réjouis de montrer un jour à mes enfants ce qu'on a construit dans le désert. Quelque part, on entre dans l'histoire. On est des pionniers, un peu comme les frères Wright ou Clément Ader en leur temps. Quand ils ont construit leur premier aéroplane, ils étaient loin de se douter que chaque grande ville aurait un jour son aéroport. C'est l'étape suivante, la première d'une longue série. Êtes-vous prêts pour Spaceport américain? C'est l'avenir. Et c'est agréable de contribuer à l'avenir.